du pouvoir. Il disait que tout pouvait s'acheter. Les consciences, les votes, les silences, même la foi. Dans les ruelles d'une capitale poussiéreuse, on échangeait des promesses comme des pièces de monnaie. Les consulats étrangers dictaient leurs ordres à des ministres apeurés, pendant que les prêtres bénissaient des contrats entachés de fraude. Dans les salons, on trinquait à la prospérité d'un pays qu'on étranglait lentement. Et dans les ports, les marchandises s'entassaient, symbole muet d'une économie à genoux. L'ordre semblait établi, un ordre du désordre. Celui des puissants, des trafiquants, des diplomates protégés par leurs drapeaux. Celui des églises aussi, devenues des forteresses d'influence plus que de foi. Mais dans ce climat de compromission généralisée, une voix s'éleva. Une voix qu'on disait trop franche, trop vieille, trop patriote pour durer. Elle dénonça les abus, les privilèges, l'impunité des étrangers et la corruption des élites locales. Une voix qui rappela au monde que la souveraineté n'était pas à vendre. C'est ici que tout commence. Au cœur d'une république isolée, mais fière, qui osa défier les empires. Un homme décida de remettre de l'ordre, et dans son sillage, il allait réveiller les pires colères de son époque, celles des chancelleries, des marchands et des hôtels. Quand il arriva au pouvoir, beaucoup le prirent pour un vieil homme du passé. Un soldat des anciennes guerres, un témoin de révolutions depuis longtemps éteintes. Mais derrière ses gestes mesurés et son uniforme trop strict, se cachait une conviction inflexible, celle qu'un pays ne peut survivre sans discipline ni dignité. Son nom, Nor Alexis, un homme de devoir, austère, que ses proches décrivaient comme incorruptible. Son ambition n'était pas de plaire, mais de remettre de l'ordre dans un État rongé par la complaisance. Dès les premières années de son mandat, il se heurta à un mur, celui des intérêts étrangers. Des Américains, des Français, des Allemands, qui, sous couvert de commerce, avaient pris racine dans les ports et les banques du pays. Ils contrôlaient les douanes, la circulation des marchandises, et parfois même la volonté des ministres. Entre 1897 et 1902, un désordre latent minait la République. Des étrangers vivaient sans papier, établis comme en pays conquis. Les puissances occidentales exigeaient des faveurs diplomatiques, menaçaient les dirigeants, imposaient leurs règles. Et pendant ce temps, le peuple, lui, regardait ses récoltes pourrir dans les entrepôts, faute d'acheteurs. Mais avant que la République ne serre la vis, l'Empire avait déjà frappé. Le 14 avril 1901, depuis Berlin, Guillaume II, empereur d'Allemagne, signe un décret d'apparence technique, mais d'une brutalité économique sans précédent. Il impose des droits de douane prohibitifs sur les produits agricoles venus d'Haïti. Un geste calculé. Sous prétexte de défendre ses intérêts commerciaux, le Kaiser voulait surtout rappeler à cette petite république noire qu'aucune nation, selon lui, ne pouvait défier les puissances européennes sans en payer le prix. En quelques mois, le port de Hambourg, principal point d'entrée des denrées haïtiennes, se détourne de l'île. Le café, le coton, le cacao s'accumulent dans les entrepôts des ports haïtiens, pourrissant lentement sous le soleil. Les agriculteurs regardent leur travail se décomposer, impuissants. Le message est clair, résister, c'est souffrir. Mais au lieu de céder, le gouvernement choisit la contre-attaque légale. Le 10 mars 1903, une loi sur la police des étrangers est adoptée à Port-au-Prince. Une loi de souveraineté, simple et tranchante. Toute personne étrangère entrant ou quittant le territoire devra désormais être enregistrée, contrôlée, surveillée. Pour certains, c'est un acte de bon sens. Pour d'autres, un affront. Car derrière cette décision se profile un défi direct lancé aux diplomates et commerçants allemands, français et américains qui jusque-là se comportaient en pays conquis. Cette loi, anodine en apparence, allait mettre le feu aux poudres. Et bientôt, dans les chancelleries de Berlin, de Paris et de Washington, un nom allait revenir avec insistance, Nor Alexis. Et tandis que les ports s'enlisaient dans le silence, les diplomates étrangers s'activaient en coulisses. Des alliances se tissaient, des pressions s'accentuaient. Mais Nor Alexis ne céda pas. Il ordonna une enquête, une véritable descente dans les entrailles du pouvoir. Les noms qui surgirent des dossiers firent trembler les salons de la capitale.
Georg Ulrich, commerçant allemand influent. Rodolphe Tippenauer, homme d'affaires et négociant d'origine allemande. Put de Puybaudet, français, notable du commerce. Et Anton Jägerhuber, un autre ressortissant allemand aux liens ambigus avec les banques étrangères. À leur côté, des collaborateurs locaux, politiciens, fonctionnaires, marchands, tous impliqués dans un vaste réseau de malversations et de fraudes liés à la Banque nationale d'Haïti. L'enquête fut menée par un homme sans peur, Timoclès Lafonta, commissaire spécial du gouvernement. Et elle aboutit à un procès historique dirigé par le juge Léon No, figure d'intégrité. Une injonction fut prononcée, interdiction pour les diplomates étrangers de communiquer avec les accusés sous peine d'expulsion. C'était la première dans l'histoire du pays. Une affirmation de souveraineté face au monde. Mais cette audace ne resta pas sans réponse. Dans les chancelleries de Washington, de Berlin et de Paris, on parlait d'humiliation. Et dans les églises, on parlait d'un président devenu trop téméraire. Le vent tournait et la tempête approchait. La justice avait parlé. Les accusés du procès de la consolidation furent condamnés à de lourdes peines. Dans les rues, certains applaudissaient cette victoire de l'ordre. D'autres, plus prudents, savaient que la partie ne faisait que commencer. Car après les marchands et les diplomates, il restait un bastion d'influence que même les révolutions n'avaient jamais osé ébranler. Les églises. Le président Nor Alexis, convaincu que nul ne devait être au-dessus de la loi, ordonna une enquête sur les malversations financières des institutions religieuses, catholiques et protestantes. Les rumeurs parlaient de détournement, de fraude, de complicité avec des réseaux d'intérêts étrangers. L'ordre fut donné. Ouvrir les registres, examiner les comptes, traduire les responsables devant la justice. Ce fut un séisme. Jamais, dans l'histoire du pays, un chef d'État n'avait osé convoquer le vicaire général catholique de Port-au-Prince, ni des pasteurs baptistes, méthodistes, adventistes et pentecôtistes pour répondre de leurs actes devant les tribunaux. Dans les chancelleries étrangères, on parlait d'attaque contre la foi. Mais pour Nor Alexis, il ne s'agissait pas de religion, mais de justice. La morale publique, disait-il, devait être la même pour tous. Le Vatican, lui, s'en offusqua. Le pape Pie X, alerté par les évêques et par les diplomates français, vit dans cette affaire une humiliation insupportable. L'idée qu'un président d'une petite république noire ose juger des représentants de l'Église catholique au même titre que des criminels ordinaires fut jugée intolérable. Des lettres partirent de Rome, de Paris, de Berlin, de Washington. Et derrière ces messages de préoccupation se cachait une stratégie. Faire tomber celui qui avait osé trop loin. Les élites locales, vexées par sa rigueur, rejoignirent le complot. Des commerçants ruinés par ses réformes, des prêtres humiliés, des diplomates frustrés. Une coalition invisible se forma, unissant la bourgeoisie corrompue, les puissances étrangères et les autorités religieuses offensées. L'isolement du président se fit plus lourd. Ses alliés se taisaient, ses adversaires conspiraient. Et dans les églises, les sermons prirent un ton ambigu. On parlait de péché d'orgueil, de justice divine, de dirigeants aveuglés par leur propre pouvoir. Pendant ce temps, à Port-au-Prince, les partisans du président voyaient venir la fin. Les journaux étrangers multipliaient les critiques. Les diplomates menaient des pourparlers secrets. Et bientôt, la rumeur d'un soulèvement gagna les casernes. Dans le silence des nuits tropicales, la chute d'un patriote se préparait. Non pas par les armes, mais par les alliances. Celles que tissent les puissants quand la vérité menace leurs privilèges. Le vent de la tempête avait tourné. Nor Alexis, seul face aux chancelleries, aux églises et aux puissances étrangères, voyait son autorité s'effriter. Les complots s'alignaient comme des ombres sur le palais présidentiel. Ses réformes, ses mandats d'arrêt, son combat pour la justice, tout cela avait éveillé trop de colère, trop de ressentiment. Et puis, un jour, la pression devint insoutenable. Des menaces venues de Berlin, Paris, Washington et même Rome. Nor Alexis résista jusqu'au bout. Il refusa de céder à la corruption, aux intimidations, aux promesses de compromis faciles. Mais l'histoire, cruelle, savait séparer le courage de la survie politique. Il fut renversé, exilé, et dans les mémoires officielles,
il disparut. Oublié, effacé, comme si sa lutte pour la justice et l'indépendance n'avait jamais existé. Pourtant, son héritage persiste, silencieux mais tenace. Dans les archives, dans les procès oubliés, dans les textes de loi qu'il imposa, dans la conscience de ceux qui, aujourd'hui, cherchent à comprendre comment une petite république osa défier le monde. Ce que l'histoire officielle a parfois effacé, la mémoire attentive peut le révéler. Et lorsqu'on regarde les documents, les journaux, les lettres diplomatiques, on comprend que ce président n'était pas seulement un homme politique. Il était le symbole d'une idée simple, mais dangereuse pour les puissants. La souveraineté d'un peuple n'est pas négociable. Alors que le soleil se couche sur la capitale, il reste une question. Peut-on juger un homme par la durée de sa mémoire, ou doit-on mesurer sa vie par la profondeur de son courage? Si cette histoire vous a captivé, pensez à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Rendez-vous très bientôt pour une autre série de documentaires historiques captivants.